Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, je tenais à GRS à mon nom personnel, vont tous vous donner le sourire. En tout cas, j'espère qu'ils vous donneront l'envie de poursuivre nos engagements. L'année 2023, si je voulais copier la reine d'Angleterre, je dirais que ça a été quand même une année horribilis. Terrible dans le monde, inutile de les décrire, mais ne serait-ce que la guerre en Ukraine et les problèmes israélo-palestiniens, les massacres, j'allais dire à la fois du côté d'Israël et les massacres à Gaza, le monde, l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, partout dans le monde, on voit les conflits renaître. Les tensions géopolitiques sont considérables. Je pense qu'Emmanuel en parlera, parce qu'évidemment, ça pose une deuxième question, c'est l'année n'a pas été bonne non plus pour l'Europe. On aurait pu espérer un sursaut, la volonté de peser de manière indépendante par rapport aux États-Unis, d'être capable de convaincre nos peuples de la nécessité de s'unir, de réagir et de porter un projet en commun. Force est de constater qu'en Europe, d'une part, la situation économique n'est pas bonne. Nous avons des très, très mauvaises croissances. Et récemment encore, une journaliste interrogeait Mme Lagarde en lui disant « Mais comment expliquez-vous qu'accumulé dans la période, je crois que c'est les 10 dernières années, il y a plus de 10 points de PIB qui nous séparent maintenant des États-Unis. L'écart se creuse. L'Europe s'appauvrit, se marginalise et est incapable d'exister politiquement. » Et au sein même de l'Union européenne, comme d'ailleurs un peu partout dans la planète, les gouvernements illibéraux, la remise en cause de la démocratie prospèrent et élection après élection, dans notre pays comme ailleurs, hélas, on voit progresser les forces de l'extrême droite sous des formes différentes. Puis la France, la situation française va très mal aussi. D'une part, la pauvreté s'est considérablement accrue, le pouvoir d'achat des Français est plombé, la France est appauvrie. D'ailleurs, dans ces dernières années, la France est appauvrie à la fois au regard de sa situation économique globale. La désindustrialisation, contrairement à ce qu'on raconte, ne s'est pas réellement arrêtée. Nous avons des retards technologiques, comme d'ailleurs l'Union européenne, dans bien des domaines. Et au-delà de ça, les Français vont mal. Les Français vont mal pour plusieurs raisons. Leurs services publics ne fonctionnent pas. Les classes populaires et moyennes ont vu leur niveau de vie s'abaisser. Et puis, on a des dirigeants qui ne donnent pas l'idée d'un projet commun, d'une vision d'avenir, de la capacité à penser et d'avoir tiré les leçons, d'ailleurs, de cette situation nouvelle. Donc, évidemment, on peut espérer d'abord que 2024 sera meilleur que 2023. Vous direz, a priori, ça ne devrait pas être trop difficile. Eh bien, il se trouve que le démarrage de 2024 part sous les plus mauvais auspices. Le président de la République a cru judicieux de faire un coup politique en nommant un nouveau Premier ministre. On a très vite vu que quand on voit la composition du gouvernement, les politiques suivies vont être strictement identiques dans leurs fondamentaux, non pas aux précédentes, mais comme il l'a dit lui-même, à 2017. J'étais très frappée que dans ses vœux, Emmanuel Macron dise « on va en revenir à 2017 ». Or, je vous rappelle qu'après le Covid, avant 2022, il nous avait dit « attendez, rien ne sera comme avant. On va tirer les leçons de tout ce qu'on a découvert comme faiblesse au moment du Covid et qui était encore plus net avec l'Ukraine. » Ben oui, ils sont en train de refaire comme avant et de nous emmener encore plus vite et plus fort dans un mur que nous avions vu arriver et qui va se précipiter. Regardez d'abord le contexte budgétaire. On en est revenu à, grosso modo, les mêmes fondamentaux, les 3% de déficit, parce que sinon on va être endetté, etc. Niant complètement le fait que quand on a des dépenses qui créent de la croissance, notamment en investissement, ou parce qu'elles donnent du pouvoir d'achat aux catégories populaires, eh bien, on produit de la richesse, et que cette richesse, eh bien, elle permet aussi d'éviter des déficits. Donc on est reparti sur l'austérité budgétaire. Et deuxièmement,
La phrase de Bruno Le Maire est tellement... J'ai même été étonnée qu'elle ait si peu d'impact dans les médias et autour de nous. Il nous explique que le plein emploi n'est pas possible en maintenant le modèle social que nous avons aujourd'hui. Donc il nous explique que son projet, c'est la régression sociale. C'est remettre en cause notre modèle social qui serait trop coûteux. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron à sa conférence de presse, une nouvelle loi PAC, alors là, sous prétexte d'assouplir les normes, et les bureaucraties, on a bien besoin dans certains cas, mais on voit qu'est-ce qui se profile à l'horizon. Encore davantage de protection pour les travailleurs, pour l'environnement, qui vont être remises en cause, sous prétexte de la souplesse. Il nous explique que pour le chômage, et là c'est dit qu'on va encore aller plus loin que les régressions qu'il a déjà engagées. Bref, vous avez vu la logique politique qui est en marche. Et aujourd'hui, nous avons un lundi noir, puisque dans la même journée, on apprend qu'on va augmenter de 10% les tarifs, enfin 9,9, là, on croirait, vous savez, les braderies, 9,9% d'augmentation de l'électricité. Et de l'autre côté, vous avez le doublement des franchises médicales et des transports médicaux, etc. Donc nous avons, ça va être terrible pour un certain nombre de gens. Et pas seulement les très pauvres, alors eux oui, mais même les catégories moyennes qui soi-disant sont sa priorité. Ben, ils vont être de plein fouet touchés par ces mesures-là. Sachant que par ailleurs, vous le savez, le pouvoir d'achat avait déjà été, et notamment sur le prix de l'électricité, particulièrement impacté les années précédentes. C'est un mouvement sans précédent, et Fabien Roussel l'a dit souvent, de smicardisation qui par ailleurs s'opère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique de salaire, ni pour les lier à l'inflation, ni pour rejouer des négociations sociales visant à revaloriser toute une série de métiers. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais la grande mode, c'est de dire « Ah, il va falloir rendre notre métier attractif ». Mais quand vous faites la liste de tous les métiers à rendre attractifs, ça commence à faire le gros du paquet. C'est-à-dire, ça va tous les métiers d'aide à la personne, les métiers dans l'industrie, les chercheurs, les professeurs, les agriculteurs, les pompiers, enfin bref, vous prenez tout le monde. 80% des métiers les plus utiles, les plus au fond, les plus proches de nos concitoyens, il faut les rendre attractifs. Mais il n'y a pas de miracle. La première des choses, c'est d'abord de revaloriser les rémunérations, les salaires, mais aussi repenser les négociations sociales pour que les échelles salariales permettent la promotion des individus avec la formation et aussi des conditions de travail, qu'on arrête de pressurer, d'être toujours dans un rapport d'autorité souvent bureaucratique qui tombe souvent sur les citoyens. Donc l'année commence mal pour les Français, pour la France, parce qu'avec une politique pareille, je ne vois pas comment on va investir massivement ni dans la transition énergétique, ni dans la réindustrialisation, ni les grands services publics du pays. Et donc, je crains que... Moi, je ne suis pas une décliniste, mais là, je dois quand même dire qu'au bout d'un moment, ça ressemble à du déclin, à une certaine tiers-mondisation de nos services publics, et un mécanisme de déclin dans notre capacité de rayonnement. Alors heureusement, il y a les forces vives du pays. Je ne dis pas que c'est inéluctable, mais on voit bien que là est le problème politique majeur. Et face à ça, l'année 2023 n'a pas été bonne non plus pour la gauche. On aurait pu espérer que devant ces grands reculs, que ce soit la loi retraite, la loi immigration, toute une série d'autres décisions, la gauche soit capable d'offrir, de tracer une alternative, de créer un rapport de force, de se préparer à pouvoir être celles et ceux qui répondent aux besoins des Français et du pays. Mais il faut bien dire que beaucoup de choses ont empêché cela. D'abord, on ne partait pas de très haut. Je rappelle qu'aux élections présidentielles, tout mouillé, la gauche devait faire 31%, tout candidat confondu. Qu'aux législatives, 28%. Déjà, c'était moins bien. Bref, on est autour d'une trentaine de pourcentages
dans le pays, ce qui est un score particulièrement faible, historiquement, pour la gauche, qui témoigne de notre incapacité à avoir convaincu les couches populaires qui, pour une large part, s'abstiennent, et d'ailleurs maintenant d'autres, dans les salariés des services publics s'abstiennent aussi beaucoup alors qu'ils votaient, et même parfois votent Le Pen. Et puis, en fait, la gauche s'est laissée anesthésier et en même temps n'a pas été capable du sursaut qu'on attendait d'elle. Nous avons été très frappés, on a participé, on a vu les photos sur les retraites. Nous étions contents, pour une fois, tous les syndicats unis, toutes les forces de gauche unies. On aurait dû pouvoir donner une belle image, notamment du débat parlementaire. Force est de constater que la tension qui a été organisée au Parlement, notamment par nos camarades et les filles, a quand même affaibli considérablement la chambre d'écho qu'on pouvait y avoir, avec des débats sur non, il ne faut pas mettre au vote. Enfin, franchement, c'était vraiment pas le moment de commencer à essayer de jouer le rapport de force, la domination et la tension permanente. Car ce n'est pas avec une stratégie de tension permanente que nous allons être en situation de rassembler potentiellement une majorité dans le pays pour créer une alternative. Nous avons mal vécu aussi tous ces moments où, alors que des questions centrales se posent aux Français, la montée de la violence, la montée de l'insécurité, le doute sur nos valeurs républicaines, sur la laïcité, on aurait pu espérer quand même une plus grande fidélité à ce qui avait quand même été toujours historiquement le gros du paquet de la gauche française, c'est-à-dire une gauche républicaine, laïque, qui tient bon sur les principes. Et une gauche, comme disait Jaurès, qui part du réel. Et le réel de nos concitoyens, c'est oui, ils supportent plus la violence autour d'eux, cette violence qui est diffuse, qui prend des formes différentes, mais qui devient un vrai mal de société sur lequel nous devons nous pencher et trouver des solutions qui ne peuvent pas, je l'ai dit, être simplement l'appel à la République de l'ordre. Mais il faut et l'ordre, et l'émancipation, et l'éducation, et l'égalité, et les services publics. Ce discours, à mon avis, il est potentiellement majoritaire auprès des Français. Mais oublier un des piliers de cette réponse républicaine, c'est nous rendre inaudibles pour une partie d'entre eux. Donc, ces années de gauche, cette année 2023 n'a pas été exceptionnelle, loin de là pour la gauche, et d'ailleurs la fin de la NUPES a confirmé tout cela, et nous amène à devoir réfléchir pour l'avenir. Je voudrais dire que l'autre chose qui m'a frappée dans le paysage de la gauche aujourd'hui, alors c'est vrai que j'ai un petit peu plus de recul vu ma longue expérience, c'est qu'au fond, la tendance naturelle de chacune des organisations de gauche, c'est d'avoir sa clientèle, de définir une partie de ceux qui veulent défendre. Alors, les habitants des centres-villes, les écologistes qui pensent que la planète au-dessus de tout, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas qu'eux qui veulent défendre les centres-villes. Les gens qui pensent que le sociétal, c'est le point majeur. Regardez le dernier article, pourtant, beaucoup d'estime par ailleurs pour Olivier Faure, mais son dernier article, quand il parle pour convaincre les macroniens déçus, des marches qui méritent d'être faites. On n'est pas obligé d'être idiot, quand vous êtes des gens déçus d'Emmanuel Macron, d'essayer de leur montrer que la gauche est capable de répondre aux enjeux qui les préoccupent. Que des sujets sociétaux, pas un sujet social. Je pourrais faire toute la liste, vous voyez bien que chacun a tendanciellement tendance à être dans son rail. Or, un parti politique, et en tout cas la gauche, ça doit être un lieu de synthèse, de rassemblement, de compromis entre les espérances, les espoirs, les attentes des uns et des autres, autour d'une avancée commune, collective, démocratiquement décidée,
et en phase avec l'attente de nos concitoyens. Une vocation potentiellement majoritaire. Ce n'est pas une succession de groupes. Ça doit être une vraie synthèse politique. Mot que François Hollande a largement dévalorisé et qui d'ailleurs avait déjà été une des causes de l'affaiblissement du PS, qui était depuis des années plus du tout un lieu de synthèse entre ces différentes composantes, mais un lieu d'équilibre de pouvoir, et ce qui l'a beaucoup affaibli. Donc, nous plaidons depuis des années, à la gauche républicaine socialiste, pour la constitution d'un programme commun des forces de gauche. Alors, évidemment, le volontarisme, là où il y a une volonté, il y a un chemin, certes, mais on peut quand même dire que nous n'avons pas beaucoup avancé sur ce chemin. Donc on doit se préoccuper sans abandonner l'objectif. On doit se préoccuper de comment on peut être utile pour aboutir à cette dynamique de rassemblement où chacun a le droit de défendre des conceptions, à condition qu'elles soient respectueuses des grands fondamentaux des valeurs de notre République. Chacun a le droit d'avoir des désaccords. C'est pas un drame s'il y a des gens pro-nucléaires et des gens anti-nucléaires. Ça, c'est dire, d'abord, ça fait longtemps qu'il y en a des deux, et c'est nécessaire d'avoir ce débat, et puis au bout d'un moment, il y a un arbitrage qui se fait, mais il faut au maximum travailler à ce que l'identité des idéologies, des projets, des cultures politiques aboutissent quand même à des capacités à agir en commun. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas très bien parti sur l'idée d'un grand programme commun. Moi, je suggère qu'on réfléchisse à la démarche suivante. Emmanuel Macron fait du bougisme. Il fait des coups pour occuper le terrain, et alors les télés, les citoyens, plus ou moins les citoyens, se mettent à discuter de « alors, t'es plutôt pour l'uniforme ou pas l'uniforme à l'école ?» etc. Bon, si franchement il y avait que l'uniforme pour régler le problème de la réussite scolaire, personnellement, j'aurais pas d'état d'âme. Mais franchement, on voit bien que c'est du leurre. Sur la plupart des sujets, c'est du leurre. Ou alors, on occulte le problème. Pas de ministre de la Santé, pas de ministre du Logement, un ministre de l'Éducation, alors nos commentaires sur elle, mais en plus de charger des Jeux Olympiques. Bref, un mépris total des grands sujets qui préoccupent les Français. Parce qu'il ne veut pas parler de ces sujets-là. Il ne veut pas traiter ces sujets. Parce que sa logique économique et sociale ne va pas à la priorisation de ces enjeux-là. Et il nous fait le coup, on l'a déjà traité au Ségur, on l'a fait, vous allez voir, ça va le faire. Ben non, ça ne le fait pas tous les jours, les urgences, les problèmes ne font que ressurgir. Donc moi, je pense que la gauche a la responsabilité de créer un agenda public qui, justement, remet en première ligne les vrais enjeux et attentes des Français. De ce point de vue, l'initiative de nos camarades du Parti communiste sur la feuille de paie me paraît intéressante. Bon, c'est un exemple de mobilisation du Parti communiste, mais je réfléchis pour l'ensemble de la gauche. Je pense qu'on pourrait proposer aux différentes forces de gauche de se fédérer autour de 2 ou 3 grands moments de mobilisation dans l'année sur des sujets très concrets. Comment on redresse le système de santé et l'hôpital public. On travaille, on fait des propositions, on les fait en commun. Et puis ensuite, et pendant cette démarche, on fait des mobilisations de terrain. Car la gauche, elle ne vit pas que dans les réseaux sociaux, scotchée devant les chaînes de télévision. Heureusement, il y a des élus locaux, il y a aussi des associations. Mais cette gauche vivante, il faut la remettre en mouvement autour de mobilisations fédératrices qui mettent aussi en mouvement les Français, nos concitoyens, qui ont envie de réfléchir à comment on sort de ces grands problèmes, éducation, santé. Je ne suggère pas qu'on commence par le sujet de la sécurité, parce que chacun aura bien compris que les convergences vont être beaucoup plus longues à construire. Mais néanmoins, voilà. Donc moi, je forme le vœu que nous soyons dans cette année qui vient, une gauche, à défaut de Embrassons-nous Folleville,
capable de créer autour de grands axes des besoins des Français, des moments de mobilisation unitaire, de propositions, d'alternatives qui convainquent les Français que le bon choix pour éviter les politiques que nous subissons depuis cette année sont des choix de gauche. Mais il y aura bien sûr une première échéance. Emmanuel va vous en parler davantage que moi-même. Cette échéance, elle est importante, et la gauche républicaine et socialiste a fait le choix de travailler à la constitution d'une liste de large rassemblement avec nos amis du Parti communiste français, Léon Desfontaines, bien sûr Fabien Roussel, mais aussi des personnalités comme notre ami Chassaigne, qui, quand on voit les agriculteurs, depuis des années se bagarrent contre ces traités de libre-échange pour des revenus dignes des agriculteurs, etc. Cette liste, on commence à avancer avec des syndicalistes, etc. Notre idée, c'est d'arriver à faire un rassemblement le plus large possible. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut sortir de ce discours hypocrite sur l'Europe. On va faire l'Europe dont on rêve, qu'on nous vend depuis, moi ça va bientôt faire 30 ans, hein, qu'on nous vend depuis 30 ans, 84. Ça fait quoi ça fait 40 déjà, vous voyez, je me rajeunis. 40 ans, et maintenant l'Europe sociale, et on va faire une Europe politique. Et tout ce qu'on prend comme décision, c'est exactement l'inverse. Si l'Europe continue dans le sens où elle va dans le mur. Donc, nous avons pris cette décision, nous allons mettre toutes nos forces dans la bataille, et nous comptons sur Emmanuel, qui est un excellent parlementaire européen, qui, vous le savez, est capable de défendre l'ensemble de nos idées, mais qui est aussi capable, tu parlais, Emmanuel, de notre ami Jean-Luc Laurent et d'une certaine idée de la France. Je crois que tu portes, en tout cas dans tous tes combats, une certaine idée de la France, une certaine idée de la République, une certaine idée de la gauche, et j'espère vraiment que tu pourras continuer cette belle bataille au Parlement européen.